Nous avons complètement maltraité les grandes opportunités que nous avons eues lorsque l'Union soviétique et le pacte de Varsovie se sont effondrés. Et nous avons dit, maintenant nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons intervenir. Nous pouvons créer le Kosovo. Nous pouvons faire des guerres en Irak. Nous pouvons faire l'Afghanistan. Nous pouvons faire ceci et cela. Et puis vous avez eu la victime du 11 septembre. La psychologie de la victime. La psychologie de la victime est très importante. Regardez les activités d'Israël aujourd'hui. Regardez le 11 septembre et Bush. Regardez Trump aujourd'hui, disant que nous avons toujours été une victime économique. Vous savez, au moment où les gens disent victime, vous devez être très très prudent. Il n'y a rien de pire. Il n'y a pas de violence pire que la violence de la victime. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Bonjour à tous. C'est Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je parle à nouveau avec le Dr Jan Oberg, un chercheur danois en paix en Suède, dont je suis sûr que vous vous souvenez tous des épisodes précédents sur cette chaîne. Le Dr Oberg a récemment écrit un article remarquable sur Substack concernant la détérioration continue de la recherche sur la paix en Europe, en particulier sur la transformation progressive de la paix en sécurité, illustrée de manière la plus notoire par le CIPRI. Le CIPRI est le soi-disant Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui aujourd'hui travaille plus ou moins exclusivement sur la sécurité et plus sur la question de la paix. Que s'est-il passé? C'est ce que nous voulons discuter aujourd'hui. Alors Jeanne, merci beaucoup d'être à nouveau en ligne. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu une fois de plus. Toujours. Parce que, je veux dire, cet article que vous avez écrit est très révélateur. Le CIPRI, qui est un important groupe de réflexion en Europe, c'est l'un des grands qui est cité tout le temps, travaille maintenant essentiellement sur la sécurité. Pouvez-vous peut-être esquisser un peu la trajectoire de ce que vous avez observé au fil des décennies où vous l'avez étudié, et peut-être commencer par expliquer comment il a été formé? Eh bien, il se trouve que lorsque j'ai travaillé sur le commerce international des armes dans les années 70, en préparation de mon doctorat, j'ai travaillé au CIPRI. J'ai appris comment ils collectaient les données et faisaient, à l'époque, des découpages papier qu'ils rassemblaient, ce qui finissait dans l'annuaire du CIPRI. J'ai également eu le grand honneur de rencontrer Alva Myrdal, qui était, si vous voulez, la mère de l'invention du CIPRI, avec le souhait qu'il y ait un institut qui obtienne les données dont le monde avait besoin sur l'armement, et ils l'ont fait très bien. Et puis aussi, et c'est dans les statuts, un institut qui devrait proposer des idées sur la manière de résoudre les conflits pacifiquement. Et c'est ce qu'ils ne font pas et n'ont pas fait. Je l'ai suivi de manière intermittente, bien sûr, en utilisant les chiffres des dépenses militaires de CIPRI, parce qu'ils sont bons, les plus fiables, je pense, que nous ayons. Mais je pense qu'il est juste de dire que ce n'est plus de la recherche sur la paix. L'accent, le cadre, les concepts principaux, etc., ne relèvent pas de la recherche sur la paix. Et puis les gens pourraient dire, eh bien, il est dit que c'est un institut de recherche sur la paix. Alors laissez-moi définir grossièrement ce que je pense être la recherche sur la paix. Il y a de nombreuses approches, mais une très importante pour moi est que, comme la médecine, c'est une étude de la réduction de toutes sortes de violences. Disons, si vous voulez, ce que Johan Galtung appellerait la paix négative. Et puis, bien sûr, la recherche sur la paix consiste à proposer des alternatives, des moyens et des stratégies pour un monde meilleur, avec moins de violence, qu'il s'agisse de violences de genre, de violences physiques, de violences territoriales, de violences militaires, de violences directes, de violences psychologiques ou de violences culturelles.
Et c'est là que je pense que nous avons observé une tendance au cours des dernières années, où cette étude, cet effort et cet objectif académique intellectuel orienté vers la réduction de la violence ont disparu. Ce n'est pas seulement le CIPRI, c'est aussi l'Institut de Johan Galtung à Oslo. Il y a beaucoup d'instituts de recherche sur la paix dans nos universités, qui bien sûr sont devenus financés par l'État et donc très contrôlés. Il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire. Mon propre institut à l'université de Lund en Suède, où j'étais directeur, a été fermé en 1989. L'Institut de recherche sur la paix de Copenhague, dirigé par l'un de mes mentors à l'international, a traversé 2 processus d'évaluation. L'Institut de recherche sur la paix de Copenhague, COPRI, sous la direction de Håkan Wiberg, a été fermé à l'époque où Anders Fogh Rasmussen était Premier ministre et plus tard secrétaire général de l'OTAN. Donc, ce que j'ai vu autour de moi, c'est une multitude d'instituts qui ont été complètement intégrés dans la sécurité, les relations internationales, les doctrines, ou qui ont été fermés. Et je pense que c'est le cas pour l'Institut de la paix des États-Unis. On peut continuer comme ça. La paix a été effacée de la politique, des médias et de la recherche. La raison pour laquelle nous survivons à la Transnational Foundation, dont je suis le cofondateur et directeur, est que nous n'avons aucun soutien de l'État. Nous sommes financés par les gens. Et nous sommes tous bénévoles. Cela signifie que nous pouvons être libres. Et mon dernier point serait que vous ne faites pas de recherche sur la paix sans théorie. Toute recherche concerne la théorie et les aspects pratiques. Maintenant, une recherche sur la paix, qui se dit recherche sur la paix, mais qui ne fait pas d'études théoriques, d'études conceptuelles, de développement, des choses comme la non-violence, la résolution pacifique des conflits, l'analyse des conflits, la réconciliation, le pardon, tout le spectre des délibérations théoriques et du développement conceptuel, n'est pas une recherche sur la paix pour moi. Donc pour faire court, c'est pourquoi je suis critique envers le CIPRI, sur lequel nous nous concentrons aujourd'hui. Oui, et vous avez également expliqué comment tous les sujets sur lesquels travaille le CIPRI ont été recentrés, n'est-ce pas? Non seulement en s'éloignant de la recherche sur la paix, mais en se concentrant uniquement sur la compréhension des instruments de guerre, essentiellement, exclusivement, et ensuite sur l'application de ce que signifient ces nouveaux types de guerre, ce qui est fondamentalement l'opposé de la recherche sur la paix, n'est-ce pas? Oui. Si vous définissez, si vous changez ce qu'ils ont fait aussi en haut de leur page d'accueil, de source principale sur la paix à source principale sur la paix et la sécurité, et maintenant source principale sur la sécurité. Et vous définissez la sécurité. Je ne suis pas contre la sécurité. Il y a la sécurité humaine, il y a la sécurité globale, il y a la sécurité par l'utilisation. Bien sûr, nous avons besoin de sécurité. Ce n'est pas mon point. Mon point est que lorsque vous faites cela, et comme les gouvernements, pensez que la sécurité est avant tout une question d'armes, alors vous êtes sur la mauvaise voie. Ensuite, vous finissez, comme le directeur actuel et d'autres, par soutenir l'OTAN, sans même voir l'OTAN comme un problème du point de vue de la paix, et l'accumulation d'armes dans les pays de l'OTAN, le surdépense des pays de l'OTAN, et la doctrine nucléaire de l'OTAN, mais aussi en légitimant l'expansion de l'OTAN contre toutes les promesses faites à Gorbatchev et menant à la situation actuelle. Je ne défends pas l'invasion russe, mais je peux l'expliquer sans la défendre. Vous finissez par vous concentrer sur l'invitation de chercheurs formés dans des instituts traditionnels, dans des institutions comme l'OTAN et l'Union européenne, ou qui se trouvent avoir été dans un institut américain, soit aux États-Unis, soit ailleurs. Le nouveau directeur sera de l'Université américaine du Caire. Et donc, vous savez, les alternatives radicales selon lesquelles la paix est dans une culture militariste sont supprimées. Elles sont laissées là.
et vous coopérez avec la conférence de sécurité de Munich, qui est le forum le plus militariste au monde. Vous avez eu un ancien directeur, Jan Eliasson, qui a passé, sinon des heures, de nombreuses minutes, à parler de la douleur qu'il a ressentie en acceptant l'entrée de la Suède dans l'OTAN, etc., etc. Et une grande partie de ce que vous entendez dans les vidéos et les commentaires sur le blog de CIPRI est ce que j'appellerais simplement des platitudes. Rien à voir avec une nouvelle réflexion, des alternatives, la résolution des conflits ou des propositions de solutions pacifiques. Où est la proposition pour arrêter le génocide, qu'ils n'ont d'ailleurs pas abordé, en Palestine? Où est la proposition pour une solution pacifique à ce qui se passe en Ukraine? Vous ne pouvez pas la trouver chez CIPRI, et c'est une autre raison pour laquelle ce n'est pas un institut de recherche sur la paix. Comment ça s'est-il produit? Encore une fois, comme vous l'avez dit, à l'instar d'Alva Myrdal, cette grande diplomate suédoise, qui était mère et l'un des membres fondateurs du CIPRI, cela a clairement été même inscrit dans le titre de l'Institut, n'est-ce pas? À partir de là, des années 70 jusqu'aux années 2020, au cours de ces 50 années, il y a eu ce changement dans ce sur quoi cette institution travaille. Et pour moi, cela semble si important, parce que cela semble refléter ce qui se passe dans les sociétés européennes en général. Alors que nous avions un mouvement pacifiste dans les années 1970, lorsque nous avions cette idée que la paix doit être créée et que la paix doit être, vous savez, également dans les rues, être manifestée pour et contre les armes nucléaires, etc. Tout cela a été balayé. Et cela a été balayé de manière très naturelle. Cela a simplement quitté la scène. C'est comme si les acteurs qui étaient sur scène à un moment donné s'étaient lassés de la pièce et étaient simplement partis. Et maintenant, nous avons une scène vide et nous prétendons toujours que la pièce continue. Et vous savez, la rhétorique est toujours la même. Nous voulons que l'Europe soit une force pour le bien, une force de sécurité et de force, etc. Mais ne joue plus. Comment cela s'est-il produit? Parce que je ne pense pas que les gens du CIPRI aient consciemment essayé de saper leur objectif. C'est plutôt quelque chose qui s'est éteint. Je ne suis pas sûr de ma réponse à cette question très complexe à long terme. Je dirais que cela a bien sûr à voir avec, je l'ai déjà dit et écrit dans de nombreux endroits, quand l'Occident décline, il devient faible. Et cela signifie aussi qu'il n'a pas la force d'avoir un débat ouvert sur les alternatives. Cela coexiste très bien avec, par exemple, l'absence de débat sérieux en Suède sur l'adhésion à l'OTAN. Cela s'accorde très bien avec le fait qu'il n'y a qu'un seul récit en Europe aujourd'hui sur la Russie et l'Ukraine. Et cela efface complètement l'expansion de l'OTAN et le surarmement vis-à-vis de la Russie. Cela s'inscrit très bien dans le fait que, comme je l'ai dit, la paix a été supprimée du discours public. Quand avez-vous entendu pour la dernière fois un journaliste demander à un Premier ministre si la proposition qu'il fait est bonne pour la paix ou mènera à la paix, ou comment le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Défense définissent la paix? Je le vois au Danemark, où vous avez un groupe de personnes représentant une kakistocratie avec une attitude militariste. C'est juste plus d'armes, mieux c'est, peu importe le prix. Vous avez maintenant les Européens qui plaident pour dépenser plus de 800 milliards d'euros en plus de ce qui a déjà été dépensé, à une période où nous sommes en crise économique et où nous faisons face à deux guerres froides, l'une avec le régime Trump et l'autre avec la Russie, et dans une certaine mesure avec la Trump. 3, si vous voulez, 3 guerres froides. Et nous allons gaspiller tout l'argent en Suède et la vie de mes enfants et petits-enfants à nous armer. Et peut-être que plus nous nous armons,
plus une guerre est probable. Ainsi, la paix en tant que concept a été éradiquée, supprimée, annulée de la politique, des médias et de la recherche. Et je pense que c'est parce qu'elle est terriblement hors de propos. C'est une tentative constante de montrer aux gens qu'il y aurait d'autres façons de faire, mais en soutenant le complexe militaro-industriel, médiatique, académique, MIMAC. Maintenant, si je disais, pourquoi personne ne parle plus des Nations Unies dans ces zones de conflit? Le maintien de la paix, vous savez, ça fonctionnait très bien avant. Je connais un peu cela, de la Yougoslavie par exemple. Pourquoi ne parlons-nous pas de la résolution des conflits civils? Mais une solution est, comme l'a dit Stoltenberg quand il était secrétaire général de l'OTAN, que la paix vient par les armes. Vous pouvez continuer comme ça. C'est une perversité. C'est un monde orwellien que nous avons. C'est un monde dans lequel les récits, l'émotionnalisme et le manque de connaissances sont des qualités et sont prioritaires. Il y a tant de choses que nous pourrions faire. Nous aurions pu résoudre le conflit en Ukraine depuis longtemps par des moyens civils. Et nous ne le faisons pas parce que nous pensons que l'armement, armer l'Ukraine pour qu'elle puisse vaincre la Russie, et toutes ces idées bizarres, idées perverses. Une idée perverse est de dépenser un certain pourcentage du produit national brut. Cela n'a rien à voir avec la paix. Absolument rien à voir avec la paix. Et je peux le dire parce que personne ne me paye pour dire quoi que ce soit de particulier. Mais mes collègues dans ces instituts ne peuvent plus dire cela. Oui, mais je me demande s'ils peuvent le dire ou s'ils peuvent le penser. Cela a disparu de la façon dont nous conceptualisons en Europe une bonne société, n'est-ce pas? Encore une fois, comme vous l'avez dit, nous n'essayons même pas de penser à la paix. Donc nous ne conceptualisons pas à quoi ressemblerait une relation pacifique avec la Russie, n'est-ce pas? Nous ne pensons pas ces pensées. Nous réussissons à les éliminer des cerveaux de beaucoup. Beaucoup de personnes qui occupent même des chaires importantes dans les universités afin que ces pensées ne soient plus captées. Oh oui. Il est donc devenu très difficile, aussi difficile que cela l'était dans le pacte de Varsovie, de critiquer l'armement et les politiques de bloc et tout cela. Il est devenu tout aussi difficile dans les pays de l'OTAN d'avoir une discussion intelligente sur les moyens militaires et civils de gérer les crises. Je ne dis pas que nous ne devrions pas parler de l'armée. Je suis co-auteur d'un livre sur la sécurité militaire défensive et la sécurité humaine dans les années 80. J'ai travaillé avec des militaires, je dirais presque toute ma vie, en particulier avec des gens de l'ONU. Et donc ce que je dis, c'est que l'équilibre est totalement faussé maintenant. Plus personne ne parle de paix. Que pourrait-on faire à la place du militaire? Le militaire a dominé. L'armement, le réarmement, et tout cela domine totalement le discours public. Et c'est terriblement dangereux. C'est très dangereux. C'est terriblement dangereux. C'est le terreau pour créer ces prophéties autoréalisatrices. Mais c'est quelque chose qui me fascine parce que je ne pense pas que ce soit un processus conscient. C'est quelque chose qui se passe sur de longues périodes dans les sociétés. Et puis, vous évincez certaines façons de penser le monde et les remplacez par un autre concept. Je veux dire, une des choses qui me fascine est cette question de la neutralité. La neutralité était autrefois extrêmement bien comprise. Et encore, je l'ai déjà montré. Ces deux livres écrits par deux Américains, je veux dire, des collections sur la neutralité publiées en 1939. Les Américains comprenaient la neutralité à la perfection. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, toute la neutralité américaine a été remplacée par l'idée de l'isolationnisme. Soudain, tout le monde était qualifié d'isolationniste, pas de neutraliste. Donc, nous n'avons pas seulement nié le rôle de la neutralité au XIXe et au début du XXe siècle. Nous avons simplement cessé d'en parler et avons maintenant oublié beaucoup de choses à ce sujet. Nous avons oublié tant de choses.
Et je me demande si les Européens, avec leur tradition de paix, ne font pas maintenant la même chose. Je veux dire simplement ne plus en parler et le remplacer par de nouveaux concepts qui se prêtent au militarisme. Bien sûr, un facteur, Pascal, que tu ne connais pas, parce que tu es un homme si jeune, mais un vieil homme comme moi peut comparer dans le temps. Comme je te l'ai dit, j'ai travaillé dans les années 70 en tant que jeune étudiant. J'ai eu la chance de m'asseoir à CIPRI et de voir comment ils faisaient leur collecte de données. C'était il y a 50 ans. Donc tu sais, si tu demandes à quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui a 30 ans, avec une thèse de doctorat de King's College à Londres ou quelque chose comme ça, ils n'ont pas la conceptualisation de la paix que nous avions en Europe. Ils ont peut-être lu à ce sujet, mais ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Ma femme et moi avons frappé sur le mur de Berlin la veille du Nouvel An 89-90 et avons pensé que nous avions enfin la paix en Europe. Vous savez, ces types d'expériences, d'attentes, se souvenir de personnes comme Olof Palme et Willy Brandt, et ces personnes qui avaient une réflexion et qui avaient une expérience personnelle de la guerre. C'est quelque chose que je suis très reconnaissant de pouvoir chérir et de comparer au fil du temps comment les choses se sont désintégrées. Mais si vous êtes un jeune chercheur cherchant une carrière, vous êtes probablement heureux de vous asseoir et d'obtenir un emploi au CIPRI ou dans une autre institution parce que cela vous procure un revenu. Je ne dirais pas que ce n'est pas bien de dire que c'est la seule motivation que les gens ont, mais vous entrez dans une culture d'institution de recherche. C'est ainsi que nous en parlons ici, et ce n'est pas ainsi que nous en parlons ici. Et vous vous adaptez à cela au fil du temps. C'est pourquoi on l'appelle le complexe militaro-industriel médiatique académique. Media academic complex. And the same applies to editorial offices in the mainstream press. Et il en va de même pour les rédactions, la presse grand public et les médias publics, car c'est ainsi que nous en parlons ici. Nous n'en parlons pas. Je veux dire, vous ne pouvez pas voir dans la presse suédoise ou dans le monde de la recherche suédois que l'OTAN s'est élargie et que cela pourrait avoir un lien avec l'invasion de la Russie, que cela aurait pu être perçu comme provocateur. Vous savez, il y a aussi le CIPRI qui utilise le terme « invasion à grande échelle de l'Ukraine ». Excusez-moi, ce sont des mots de l'OTAN. Ce n'était pas une invasion à grande échelle. Vous arrivez à la deuxième ligne de la déclaration introductive d'un des projets du CIPRI, et il est dit que les choses ont changé depuis la réinvasion de la Russie en Ukraine. L'histoire commence là. Pour nous qui sommes un peu plus âgés, plus expérimentés, qui en savons un peu plus, désolé si je parais arrogant, l'histoire n'a pas commencé là. Je suis désolé, c'est intellectuellement et historiquement absurde. Mais c'est ainsi que vous écrivez si vous êtes allié à la conférence de Munich, si vous ne pouvez pas être en opposition à l'OTAN ou la critiquer, etc. Et c'est là où nous en sommes. Je suis désolé, mais c'est là où nous en sommes. Et cela se propage, cela contamine toute la pensée parmi les gens aussi. Vous savez que ce soit des citoyens ordinaires, ils croient à tout cela. Comment devrait-il qu'ils ne passent peut-être pas plus de 20 minutes par jour à comprendre le monde à travers les médias? Comment devrait-il parvenir à une autre conceptualisation à moins qu'il ne soit quelqu'un, comme vous et moi, qui passons une grande partie de notre vie à essayer de comprendre le monde. Bien sûr, bien sûr. Et le pouvoir du discours est immense, n'est-ce pas? Et si vous entendez dans la propagande, encore et encore, invasion, 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 non provoquée, invasion non provoquée, je veux dire, vous commencez à utiliser ces termes vous-même, naturellement, parce que c'est ainsi que tout le monde le formule. C'est ainsi que tout le monde le connaît, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous parlons de la Seconde Guerre mondiale, et que les Russes parlent de la Grande Guerre patriotique, car ce sont les jargons que vous utilisez pour vous y référer.
Et les historiens sont généralement très conscients des implications conceptuelles, même des types de cadrage quotidiens. Mais ils sont fondamentaux. C'est pourquoi cette question pour moi concerne la manière dont ce processus se déroule. Et vous avez déjà souligné que peut-être la mémoire historique a quelque chose à voir avec cela, ou son absence. D'un autre côté, vous avez présenté une thèse très intéressante au début, qui est que vous avez dit que c'est parce que l'Occident est en déclin. Par faiblesse, vous avez maintenant ce besoin croissant de peut-être, appelons cela une certitude épistémique, une sécurité épistémique, que nous savons quoi faire, même si nous avons l'impression de perdre le contrôle. Cela pourrait-il être quelque chose qui explique le rassemblement de cette cohorte, maintenant, dans cette direction unique? Je pense que oui. C'est même, vous savez, normal pour les individus au niveau psychologique individuel. Si vous vous sentez faible ou défié ou quelque chose comme ça, vous n'invitez normalement pas beaucoup de gens. Certaines personnes le font. Vous n'invitez normalement pas beaucoup de gens à vous critiquer et à dire « Hey, pourquoi ne faites-vous pas les choses différemment ?» Et je pense que si nous revenons ou restons avec le paradigme de la recherche sur la paix et le conflit, et les études sur la paix et l'avenir avec lesquelles j'ai commencé, la réduction systématique de la violence, il faut énormément de courage civil de nos jours pour défendre un tel point de vue et dire « Hey, qu'en est-il de Gandhi ?» Vous voyez ce que je veux dire? Pourrions-nous le faire différemment? Ne serait-il pas agréable de se parler au lieu de se tuer? Vous savez, nous vivons maintenant dans une culture où c'est une question controversée. Nous vivons dans une culture où des gens sont arrêtés pour avoir soutenu les Palestiniens dans le génocide parce que cela pourrait être émotionnellement blessant pour ceux qui soutiennent le génocide. C'est-à-dire tout le monde, occidental, dirigé par les États-Unis et Israël, y compris l'Union européenne et l'OTAN. Nous vivons donc dans un monde culturel pervers, où la beauté de l'Occident, historiquement, était que nous pouvions avoir, grâce à la démocratie, des médias ouverts, la libre expression, la recherche libre, et tout cela, nous pouvions avoir une discussion intelligente, où nos opinions différentes entraient en jeu. Et à travers le dialogue, nous arrivions d'une manière ou d'une autre, je l'embellis maintenant, je le simplifie, mais nous arrivions d'une manière ou d'une autre à ce qu'il fallait faire. C'est fini. Vous n'avez que quelques élites dirigeant un système militariste, totalement non démocratique. Il n'y a pas de démocratie en Suède en ce qui concerne la politique étrangère. Il n'y a pas de démocratie aux États-Unis sous le régime de Trump. C'est un gouvernement présidentiel par décret. Et des déclarations étranges comme « Je veux le Groenland »,« Je veux le Groenland »,« Oh oui, je veux le Groenland ». Oui, vous allez probablement l'obtenir. Si je n'obtiens pas ce que je veux, j'utiliserai des moyens militaires. Vous savez, nous sommes assez loin de ce que vous et moi associerions probablement au théâtre de l'absurde, Beckett et Ionesco, etc. Et la paix est le Godot qui ne vient jamais. La différence est que personne ne parle de Godot comme la paix ou de la paix comme Godot. Nous n'attendons même plus la paix. Nous attendons une sorte de militaire, même pas équilibré, car l'Occident est énormément surarmé par rapport à la Russie. C'est environ 1 contre 10 ou quelque chose comme ça. Alors que vous et moi, quand nous étions plus jeunes, pendant la Première Guerre froide en Europe, nous avons toujours appris que s'il y avait une sorte d'équilibre entre le pacte de Varsovie et l'OTAN, cela serait stabilisant. Maintenant, c'est complètement différent. Et pourtant, nous plaidons maintenant pour le réarmement, même à des niveaux encore plus élevés. C'est totalement fou, c'est insensé, c'est irrationnel. Et je ne peux pas l'expliquer mieux que je ne l'ai fait. Je veux dire, il y a des choses qui se passent dans nos vies qui sont très difficiles à expliquer.
Oui, mais c'est ce que je voudrais, vous savez, plus qu'expliquer cela aux Européens, qui, je pense, ont dans une large mesure également perdu la capacité de le comprendre. J'aimerais maintenant expliquer ce qui se passe aux Russes, aux Chinois, aux Asiatiques du Sud-Est, aux Africains et aux Sud-Américains, parce que j'entends cela de collègues en Indonésie qui me demandent « Pascal, qu'est-ce qui se passe ?» Je veux dire, ça n'a aucun sens. Cela n'a effectivement aucun sens. Donc, ce que nous devons faire, c'est peut-être demander la compréhension du reste du monde, que l'Europe traverse, peut-être ce que les Chinois ont traversé pendant la révolution culturelle. Vous savez quand ils ont détruit et saccagé leur propre développement historique, dans une période de 20 ans bizarre, un moment de 20 ans de leur développement, n'est-ce pas, qu'ils en sont venus à regretter énormément, n'est-ce pas? Et peut-être que c'est le moment européen d'une idéologie absolument bizarre, et nous devons d'une manière ou d'une autre passer de l'autre côté. Je ne sais juste pas comment, et ça va faire mal, c'est sûr. Ça va faire mal. Et je pense que ce qui est, permettez-moi de dire, ce qui est la plus grande tragédie de cela, c'est que c'est auto-infligé et autodestructeur. Il n'y a personne, Russie, Chine, Iran, Corée du Nord, Afrique, peu importe, il n'y a personne qui cherche à tuer l'Occident, occuper l'Occident, contrôler l'Occident, diriger l'Occident. Il n'y a personne qui envisage même intellectuellement, moralement ou émotionnellement de faire cela. Et il n'y a personne qui développe des armes pour faire cela. Ils se défendent essentiellement contre l'Occident et son expansion et son adhésion au passé unipolaire. Nous avons complètement maltraité les grandes opportunités que nous avons eues lorsque l'Union soviétique et le pacte de Varsovie se sont effondrés. Et nous avons dit, maintenant nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons intervenir. Nous pouvons créer le Kosovo. Nous pouvons faire des guerres en Irak. Nous pouvons faire l'Afghanistan. Nous pouvons faire ceci et cela. Et puis, vous avez la victime du 11 septembre, la psychologie de la victime. La psychologie de la victime est très importante. Regardez les activités d'Israël aujourd'hui. Regardez le 11 septembre et Bush. Regardez Trump aujourd'hui, disant que nous avons été une victime économique tout le temps. Vous savez, au moment où les gens disent victime, vous devez être très très prudent. Il n'y a rien de pire. Il n'y a pas de violence pire que la violence de la victime, en particulier la violence de la fausse victime. Les Américains ne sont victimes de rien. Ils ont victimisé le monde. Je ne dis pas qu'ils n'ont fait que de mauvaises choses. Je n'ai jamais dit cela et je ne le pense pas. Mais si vous regardez toutes ces guerres perdues, les pays ravagés, les millions de personnes tuées et l'exploitation économique, et maintenant nous entendons que les Américains, la société et l'économie américaine ont été victimes tout le temps. Je ne sais pas où nous allons à partir de là, mais je pense que cela doit s'effondrer. Et il doit y avoir quelque chose de plus dramatique. Je ne parle pas nécessairement de guerre, mais disons une profonde crise économique, un échec complet, ce que Doris Lessing appelle shikasta, vous savez. Un échec profond du système qui fera dire à l'Occident « Oups, nous devons repenser les choses pour rester un partenaire dans le monde. » Car sinon l'Occident, dans 20 à 40 ans, sera une région du tiers-monde comparée au reste du monde en plein essor. Je suis très optimiste, très positif et très fasciné. J'espère vivre assez longtemps pour voir ce monde multipolaire se développer dans lequel l'Occident aura aussi retrouvé ses esprits. Je ne veux rien d'autre. Mais je ne suis pas sûr qu'avec le leadership kakistocratique actuel, nous serons capables de faire demi-tour et de revenir à un peu de décence et de laisser le militarisme derrière nous, car cela est autodestructeur. Et je le dis avec douleur dans mon cœur. Je n'ai jamais été anti-occidental, anti-américain, bla bla bla. Mais il est très triste que nous ne puissions pas pointer du doigt quelqu'un d'autre. Bien sûr, nous projetons nos propres problèmes sur la Russie et disons que la Russie va venir et nous prendre tous.
Quand elle aura pris, vous savez, l'Ukraine, elle continuera avec le reste de l'Europe, et en 48 heures, les Russes et Poutine se tiendront à la Tour Eiffel à Paris. Je veux dire, donnez-moi une pause. C'est un monde de fantaisie. Et cela est dangereux pour la sécurité. Les études de sécurité, les études de guerre, les études de paix doivent être au plus haut niveau de qualité, de réalisme. Je veux dire, beaucoup de critiques aussi. Comme certaines personnes lèvent les yeux au ciel face aux études sur la paix ou au mot paix parce qu'elles disent que c'est irréaliste. Regardez juste le bellicisme de Vladimir Poutine, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons besoin de toutes ces armes. Sans armes, nous serions déjà tous Russes. Et j'ai eu ces discussions à l'Institut international pour la paix, avec quelqu'un qui m'a demandé, vous savez, si les choses se corsent, préféreriez-vous être un Suisse mort ou un Russe vivant? Would you rather be a dead Swiss or a living Russian? And that's a dumb framing. That's just an inherently. Et c'est un cadrage stupide. C'est juste un cadrage intrinsèquement stupide. Et je lui ai dit que, si on devait choisir, je préférerais être un Russe vivant, en fait. Mais si vous créez un tel binaire stupide, vous excluez déjà l'option de la coopération et de la stabilité. Et ce cadre mental est maintenant répandu dans toute l'Europe. Oui. Mais bien sûr, culturellement, votre point touche quelque chose de très profond. Cela a toujours été une culture binaire ou dichotomique dans le monde occidental. Les bons, les méchants, orientés vers les hommes, orientés vers les femmes, la gauche, la droite, nous les bons, eux, les moins bons. Je veux dire, ceux qui sont sauvés et ceux qui ont encore besoin d'être sauvés par la mission et tout ça. Je veux dire, le christianisme a beaucoup à voir avec les choses dont nous parlons aujourd'hui. La culture profonde occidentale, les façons profondes de penser, ont beaucoup à voir avec cela. Donc si nous sommes les bons, les Russes et les Chinois doivent être les méchants. L'idée qu'il pourrait y avoir des nuances de gris et qu'il y a des avantages et des inconvénients dans toutes les cultures. Nous pourrions peut-être trouver Stanford de coopérer avec le major de tous ces scams. Vous savez, c'est là que la pensée gandhienne est tellement supérieure, parce que Gandhi disait « Je n'adhère pas à une idéologie ou une religion. Je prends le meilleur de chaque système et pensée et je le rassemble dans ma propre réflexion. Cela s'appelle l'éclectisme. L'Occident est incapable de faire de l'éclectisme. La Chine fonctionne parce qu'elle le fait et l'a fait depuis, comme vous l'avez mentionné, la révolution culturelle. Ils l'ont fait. Probablement qu'ils l'avaient déjà quelque part. Mais c'est devenu très, vous savez, étrange pendant la révolution culturelle. Mais ils ont dit, eh bien, pourquoi ne pouvons-nous pas avoir le communisme et le capitalisme en même temps? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un parti unique et une démocratie dans toute la société? Et pourquoi ne pouvons-nous pas? Et puis ils ont dit, essayons de le combiner. Je veux dire, les Chinois sont des maîtres de l'éclectisme. Et c'est pourquoi cela fonctionne pour rapport à l'Occident, qui est un de dichotomies inutiles, irréalistes. Et le dogmatisme. Les Européens sont maîtres dans l'art de créer des cadres et des théories, puis d'exiger que nous nous y tenions à la lettre et que tout doit y correspondre. Et si ce n'est pas le cas, cela réfute essentiellement la théorie. Et c'est tout simplement stupide. Cela élimine la possibilité d'une vision du monde éclectique, qui est ce dont vous avez besoin. Et vous savez, accepter qu'il y ait non seulement des différences, mais aussi des contradictions. Et, vous savez, je vois cela par exemple avec la discussion aux États-Unis et en Europe sur Taïwan. Taïwan doit être soit une partie de la Chine, soit indépendante. C'est cette dichotomie stupide, sans réaliser que Taïwan, au cours des 50 dernières années, a été les deux à différents niveaux. Et la Chine continentale, est le plus grand partenaire commercial de Taïwan, qui se nomme toujours la République de Chine. Et ils ont des passeports avec lesquels ils peuvent voyager où ils veulent.
Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Et ça fonctionne. Et c'est la négation de ce fait qui me fascine. Absolument. Je suis d'accord avec vous, mais nous l'avons vu encore et encore. Cette dichotomie, qui je crois, vient de la pensée chrétienne. Vous êtes soit avec nous, soit contre nous. Et si vous êtes contre nous, nous savons comment vous faire rejoindre avec une Bible ou avec une épée, vous obligeant à être avec nous. Cela a toujours été le cas. Prenez le 11 septembre, prenez le terrorisme. Nous n'avons rien fait de mal. Ce sont tous les autres qui sont les méchants. Aucune introspection. Et vous savez, si pendant des décennies vous vivez sans introspection, vous allez vous tromper. L'Occident vit actuellement dans une sorte de bulle de pensée de groupe. Et un jour, il prendra une décision qui tournera terriblement mal, probablement orchestrée par Trump. Je ne sais pas s'il ne l'a pas déjà fait. Et ce sera le signal d'alarme. Nous l'avons déjà fait 2 fois, Jeanne. Nous l'avons déjà fait 2 fois, et nous n'en avons pas tiré de leçon. Nous avons eu la Première Guerre mondiale, où nous nous sommes militarisés. Le continent européen, dans un massacre de masse, qui, en raison d'être également le colonisateur du reste du monde, a entraîné tout le monde contre leur gré, parce qu'ils n'avaient rien à dire à ce sujet. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons réussi à étendre cette guerre à tout le monde, n'est-ce pas? Et pourtant, à travers la guerre froide et la division du continent européen, nous avons traversé tout cela juste pour arriver en 2025. Et encore une fois, blâmer tout le monde, sauf nous-mêmes, pour la militarisation dans laquelle nous sommes maintenant engagés. Eh bien, si vous me demandez, je pense que la seule chose que nous apprenons de l'histoire, c'est que nous n'apprenons rien de l'histoire. Oui. De plus, parce que l'histoire est toujours très subjective. Comment interprétons-nous ceci et cela selon le vainqueur? Donc, et je dois dire, en léger désaccord, je ne suis pas sûr que la situation actuelle du monde occidental ne soit pas de telle nature qu'il n'y ait pas beaucoup de conseils à tirer des études historiques. Je veux dire, si vous me demandez à propos de l'Ukraine et des choses terribles qui s'y sont passées, bien sûr, vous avez besoin de 10-15 ans d'histoire pour savoir où cela a commencé. Et cela n'a pas commencé avec l'invasion, comme nous le savons tous les deux. Mais si nous disons que nous avons eu une Première Guerre mondiale, une Seconde Guerre mondiale, et que nous avons eu une guerre froide, etc., si vous regardez comment les décideurs agissent, parlent et pensent aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que l'histoire, quelle que soit la façon dont vous l'interprétez, ait un impact sur ces personnes. Je ne sais pas s'ils lisent des livres d'histoire, etc. Mais mon point a toujours été que nous sommes aussi, en tant que culture, beaucoup trop engagés dans l'histoire, relativement parlant. Vous ne pouvez pas résoudre un conflit si vous ne regardez que l'histoire et qui a fait quoi à qui. Pour résoudre un conflit, vous devez envisager des futurs potentiels. Vous devez concevoir des idées sur la façon dont ces parties en conflit pourraient vivre pacifiquement les unes avec les autres à l'avenir. J'aimerais avoir un changement paradigmatique où nous équilibrerions la connaissance historique et la connaissance future. Il existe quelque chose appelé connaissance future, qui est nos hypothèses sur ce que le monde sera si nous faisons ceci ou cela. Vous ne pouvez pas avoir un médecin qui ne regarde que l'histoire. Eh bien, vous avez trop fumé et vous avez eu un cancer. Non, comment pouvez-vous vivre dans le futur et survivre après une opération ou une chirurgie? Vous ne pouvez pas résoudre l'Ukraine sans proposer des idées sur le rôle, la structure, les relations et l'organisation de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Europe. Je veux dire, si nous pouvions au moins consacrer 10% de nos énergies à parler des futurs potentiels, au lieu de parler de victimisation et de qui a fait quoi de mal à qui, etc.
we're not going to solve these problems. Nous n'allons pas résoudre ces problèmes. Résoudre des problèmes concerne ce que nous pouvons faire à l'avenir. Comment l'avenir sera-t-il meilleur? Si nous avons peu d'études sur la paix, nous avons encore moins d'études sur l'avenir, qui est une discipline académique comme la paix. Je suis sûr que j'ai déjà cité cela dans votre merveilleux programme. Je cite toujours George Bernard Shaw. La plupart des gens regardent le monde tel qu'il est et demandent pourquoi. Ce que nous devrions faire, c'est regarder le monde tel qu'il pourrait être et demander pourquoi pas. Bien sûr, nous pourrions apprendre. Nous pourrions descendre des arbres et nous pourrions apprendre à gérer nos conflits. Il y aura toujours des conflits dans le monde, mais nous devons réduire cette violence. Et les Chypriotes et tous les autres, consciemment ou non, intentionnellement ou non, ils font la mauvaise chose parce qu'ils ne voient pas. Ils utilisent même le terme prévention des conflits. Et là, je sais que les gens ne comprennent rien. Nous ne devrions pas créer de prévention des conflits. Nous ne devrions pas empêcher les conflits. Nous devrions apprécier nos conflits et nos différences. Cela rend la société riche et diversifiée. Ce que nous devrions réduire, c'est l'utilisation de tout type de violence pour obtenir ce que nous voulons et plutôt dialoguer et écouter les gens. C'est de cela qu'il s'agit dans la résolution des conflits. Je veux dire, la prévention des conflits est un terme bizarre, absurde et insensé. Point final. Je suis absolument d'accord avec vous. Le premier livre sur lequel j'ai travaillé en allemand s'appelait « Conflit audacieux, réduire la violence ». Donc en fait, nous devons avoir des moyens d'aborder le conflit. Et en réalité, vous savez, tous les mécanismes sur lesquels nous travaillons dans les relations internationales, qui sont constructivement liés à la réduction ou à l'élimination de la guerre, sont des moyens alternatifs de gérer les conflits, n'est-ce pas? Le droit international, toute l'approche consistant à utiliser le droit et les tribunaux et à créer des mécanismes et des cours des droits de l'homme, et même le droit international humanitaire, qui est essentiellement la régulation de la guerre, ce qui est bizarre, mais c'est l'apprivoisement de la bête, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas vous débarrasser de la bête, au moins la rendre un peu moins sanglante. Tout cela a à voir avec des approches plus constructives envers le conflit. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que pour résoudre la violence, nous devons envisager des moyens d'engagement non violents. Si vous étiez le roi Donald, que feriez-vous? Où ajusteriez-vous le système? Je veux dire, il m'est récemment apparu que le président des États-Unis est probablement encore l'une des personnes les plus puissantes sur Terre. Il y a juste quelques personnes en qui tant de pouvoirs sont concentrés, des pouvoirs politiques. Peut-être que Xi Jinping a des pouvoirs similaires, je ne suis pas sûr. Peut-être Vladimir Poutine, je ne suis pas sûr. Mais vous savez, le président des États-Unis, avec ce pouvoir, pourrait ajuster quelque chose dans le système afin de pousser le système à faire ce que Chypriote devrait faire, à faire plus de recherches sur la paix et de réflexion sur la paix, etc. Où réguleriez-vous ou re-réguleriez-vous quelque chose? Eh bien, si vous parlez de recherche, je financerai bien sûr l'étude que j'appelle la recherche sur la paix, les études sur la paix et l'avenir, l'étude non violente, comment les moyens non militaires peuvent être plus efficaces pour résoudre les conflits que les méthodes basées sur les armes. J'essaierai bien sûr de réinstaller le mot paix comme quelque chose que nous pouvons dire sans être considéré comme naïf. Et il ne faudrait que quelques dirigeants pour marteler ce point. Et alors, les gens commenceraient à réfléchir. Maintenant, Trump parle parfois de paix, mais il ne le pense pas. Il s'intéresse aux ressources. Il est intéressé par les ressources du Groenland, de l'Ukraine et au large de Gaza, etc. Mais vous savez, s'il y avait des dirigeants quelque part
Je ne dis pas que tout changement devrait venir des dirigeants, mais cela doit venir soit des dirigeants et des décideurs, soit de grands mouvements populaires non violents, des gens qui affirment leur demande de paix. Tout ce dont nous parlons dans cet événement, ici, est financé par l'argent des contribuables. Maintenant, j'aimerais voir une grève fiscale. Des gens qui disent « Je mets mon argent des impôts pour l'armée, cette partie qui va, que ce soit 2%, 5% ou peu importe, dans l'armée. Je la mets dans une fondation ou un fonds national et elle sera libérée le jour où mon gouvernement fera quelque chose de sensé. » Vous savez, un refus de payer des impôts ou autre pour l'armée dans ce contexte. Des soldats qui ne se présentent pas. Des gens qui choisissent d'autres opportunités plutôt que d'être séduits par la possibilité d'obtenir un permis de conduire en rejoignant l'armée et l'éducation et tout ça. Je veux dire, il y a des milliers de façons auxquelles vous penseriez pour ce changement. Mais pour le moment, la situation n'est pas encore assez mauvaise pour que les gens commencent à réfléchir à la folie qu'ils voient devant leurs yeux. Et je le répète, cette folie ne doit pas être ignorée. Elle est très dangereuse. Je pense à la manière dont nous pourrions aborder cela sur un plan politique parce que c'est vrai. Je veux dire, si nous avions des mouvements de base et de l'activisme de base, alors cela peut changer les choses. Nous l'avons vu avec la guerre du Vietnam. Cela change le cours du développement politique. Vous l'avez vu en Europe dans les années 80. Vous savez, les prêtres et le Parti vert et tout ça. Mais pensez à quelque chose comme, vous savez, en Europe, mais aussi aux États-Unis, si nous avions simplement une législation qui interdirait l'utilisation d'armes en dehors de votre propre territoire. Seulement à l'intérieur de votre propre territoire, vous êtes autorisé à utiliser des armes. À l'extérieur, non. Comment cela changerait toute la dynamique? Ce serait très autoritaire. Mais vous et moi, ainsi que plusieurs autres, y compris des militaires, avons écrit des chapitres de livres ou des livres entiers sur la défense défensive. Le genre de choses qui ne peut jamais menacer quelqu'un d'autre, à moins qu'il ne vienne sur votre territoire. Oui, comme la Grande Muraille de Chine. Vous savez, j'enseigne dans des académies militaires à ce sujet depuis les années 80. Même au sein de l'OTAN, j'ai été invité à parler de la défense défensive. Après avoir donné 2 conférences là-bas, on m'a dit que je n'étais plus le bienvenu. Vous pouvez deviner pourquoi. Vous savez, il y avait ces jeunes qui étaient formés dans le collège de l'OTAN et ils sont venus vers moi et m'ont presque embrassé en disant « Merci beaucoup, nous sommes sur la même ligne, nous voulons la paix. » Vous savez, ce n'est pas ce que l'OTAN voulait. Donc, j'ai donné 2 conférences invitées et je n'ai plus été invité. Je peux vivre avec ça, mais eux ne le peuvent pas. c'est les militaristes. C'est comme ça que vous reconnaissez les militaristes, n'est-ce pas? Ils utiliseront tout le langage de la défense, mais ils l'utiliseront à des fins offensives et prétendront toujours se défendre au nom de la victimisation, comme vous l'avez justement souligné. Vous savez, un directeur du CPRI qui ne voit aucun problème dans la dissuasion militaire et les armes nucléaires au sein de l'OTAN et qui ne fait pas la différence entre la dissuasion offensive et défensive n'est pas un très bon choix de sélection. Et nous en avons trop en ce moment. C'est comme si le discours était complètement capturé, à l'exception de quelques forums comme celui-ci et d'autres où nous pouvons penser librement. Eh bien, cela va changer. Cela va changer. Ne sous-estimez pas ce que vous faites vous-même. Vous savez, il y a beaucoup plus de gens qui lisent ou suivent votre chaîne que ceux qui suivent les journaux locaux en Suède. Je suis content de cela. Homme dangereux. Non, je veux dire, regardez les chiffres sur YouTube.
Regardez les chiffres sur Substack. Regardez où se déroule la véritable discussion sur notre avenir. Elle se déroule partout ailleurs, sauf dans les gouvernements nationaux, les médias de services publics nationaux et les instituts traditionnels. Ils sont totalement hors de propos aujourd'hui. Je suis désolé. Le CPRI, à part son bon comptage de haricots, est devenu totalement hors de propos pour l'avenir du monde. Oui. Nous devons simplement le traduire, également en termes politiques, car je ne veux pas de révolution. Je n'aime pas les révolutions, parce qu'elles tuent toujours beaucoup de gens. Les révolutions non violentes sont bonnes. Oui, mais donnez-moi exemple de révolution non violente. La Mirabazimber. Vrai. Martin Luther King l'a très bien fait. Vrai. Si nous prenons cela comme exemple, ce sont ces personnes qui ont dit, je dirais même le Dr Rugova au Kosovo, avant qu'il ne soit pris en charge par l'UCK, l'armée de libération du Kosovo, la CIA et le Bundenachrichtendienst allemand. Il y avait tellement plus de force et de réussite à ne pas lutter violemment pour ce que vous voulez accomplir. Je ne dis pas que tout le monde peut le faire, mais je dis que nous, qui sommes déjà au sommet du monde, pour ainsi dire économiquement, en termes de ressources, de bien-être, et tout cela, nous pourrions facilement passer à un système avec beaucoup moins d'armement et de militarisme et dire que nous sommes devenus civilisés. Nous parlons quand nous avons des problèmes. Cela peut être très difficile pour les Palestiniens ou pour les gens en Afrique du Sud à l'époque, ou pour les défavorisés dans la société des États-Unis, ou, je n'exclurais d'ailleurs pas, une sorte de situation de guerre civile. Mais nous, qui sommes déjà privilégiés, pourrions commencer à réfléchir et à prendre un leadership moral en disant que cela fait partie de comme nous nous sommes débarrassés de l'esclavage, de la monarchie absolue et du travail des enfants, en principe du moins. Nous avons condamné certaines façons d'agir et certaines croyances. Nous condamnons également maintenant l'idée de créer la sécurité uniquement par des moyens militaires. Nous pourrions le faire. Allez, nous pourrions le faire. Oui, nous devons percer le mur cependant. Vous savez, c'est ça le problème. Et ce n'est pas un mur de briques, n'est-ce pas? C'est encore une fois cette façon de penser créée. Donc, en un sens, j'aimerais activer ces neurones chez les gens qui leur permettent de penser correctement ces pensées. Parce que si nous avons cette discussion avec quelqu'un qui n'est pas déjà sur notre longueur d'onde, alors nous devons commencer à construire à partir d'un niveau très très bas. Et vraiment, parfois, vous voyez comment les yeux des gens deviennent vitreux. C'est comme « Non, mais Poutine est maléfique ». Et c'est comme « Oh non, je suis de retour à zéro ». Et puis vous bouleversez tout ce qui est important. Oui, d'accord. Écoutez, j'apprécie vraiment beaucoup cela, parce qu'il est important que nous pensions à des futurs non violents. Et vous êtes l'une des personnes qui le fait le mieux. Et quiconque veut vous suivre devrait s'abonner à votre Substack, n'est-ce pas? Absolument. Je dirais aussi, si je puis me permettre, qu'à la fin, la raison pour laquelle la recherche sur la paix est dangereuse, c'est qu'elle a parfois montré qu'elle avait de meilleures idées. Vous savez, les politiciens ne sont pas intéressés ou se sentent menacés par la critique. Ils se critiquent entre eux. Ils sont critiqués par le peuple, etc. Mais si quelqu'un arrive et dit « Hey, pourquoi ne pas faire différemment? Voici un plan. J'ai des idées dont vous n'avez jamais parlé. Cela pourrait résoudre le problème. » Alors vous êtes dangereux. Vous êtes très dangereux pour ces gens. Et j'avais l'habitude de dire à quiconque me demandait, je dirais, si vous étudiez ces choses pendant 3 mois intensément, sérieusement, lisez de bons livres, vous en saurez plus que le décideur moyen. Ce n'est pas si difficile. Donc je suis totalement optimiste. Je vois juste que nous devons peut-être entrer dans une situation encore pire avant que les gens ne se réveillent.
Et c'est ce que vous attendez. Je ne veux pas ça. Je veux que ça s'améliore maintenant. Je le veux, oui, mais ma prédiction est que cela pourrait être difficile avant que quelque chose de pire n'arrive. I know. Je sais. Je partage cette évaluation, mais je ne le veux pas. Jean, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Your time today. My pleasure. C'est un plaisir. Merci pour votre temps et merci pour ce que vous faites pour l'Ibsith et champion la paix. Or a peace channel. For peace. For Et la nationalité. Merci, Jeanne. Jan. Merci.